À la finale de la deuxième édition de la NBA Cup, les deux qualifiés, vous les connaissez, c'est Milwaukee Bucks et le Thunder d'OKC. C'est une très belle finale de deux équipes qui sont très en forme. Commençons rapidement par les demi-finales, ça nous permettra de nous lancer aussi dans la prévue de ce match. On va commencer par l'équipe qui a fait très très fort, hein, bien sûr. OKC a donc éliminé les Mavs de Luka en quart et les Houston Rockets dans un match hyper défensif. Avant d'aller voir Erwan à Las Vegas, j'ai envie que tu me donnes un petit peu ton ressenti sur ce match entre deux équipes ultra défensives entre guillemets, hein, qui en tout cas ont défendu très fort. Ouais, franchement c'était un bête de match. Après le premier match dont on parlera tout à l'heure, on se disait que il fallait que ce match-là soit à la hauteur. On n'a pas été déçus. Honnêtement, ce qui est ressorti, moi le premier truc qui ressort, c'est les leaders, le comportement des leaders. Shai, il a fait un match qui était exceptionnel. Je trouve que très souvent il attend que le match vienne à lui, il est plutôt tranquille. Là j'ai trouvé qu'il était hyper agressif, notamment à 3 points. Il s'est pas caché. Et quand je parlais des leaders, de l'autre côté on a Van Vliet qui est complètement passé à côté de son game. Et je trouve que ça a été archi préjudiciable. Donc bravo à eux. J'avais des doutes la semaine dernière en disant Shai, on sait pas, à très haut niveau, sur des matchs coup près, on pouvait encore avoir des doutes. Là, je dis pas qu'il m'a complètement rassuré, mais franchement, c'est de très bon augure, notamment pour la finale de demain. Donc bravo au OKC. Et puis, en fait, ils ont, au-delà du leader, ils donnent une impression de sérénité et de contrôle du game, ne serait-ce que défensivement, qui est assez impressionnante. J'imagine que tu es sur la même longueur d'onde. Erwan, dis-nous comment tu as vécu cette première demi-finale là, dans la salle. C'était la deuxième demi-finale. Sérénité, du contrôle, je rejoins Arthur complètement. Vraiment, c'est une équipe, on sent qu'ils ont de la marge. Vraiment, ils dégagent un truc collectivement. Après, on ira évidemment sur les individualités parce que ça reste de la NBA, mais ils dégagent un truc collectivement, même le banc, la manière de vivre, tous ces détails qui des fois sont un petit peu galvaudés quand on veut parler d'une équipe qui vit bien ensemble. Mais là, pour le coup, c'est le cas et c'est pas des blairs. C'est important de le dire dans un monde où on est dans les blairs ultimes. Là, on a l'impression qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde, les starters évidemment et les mecs qui sortent du banc et évidemment la star Shai Gilgeous-Alexander. Moi je rejoins pas par contre Arthur sur le fait que on avait des doutes sur Shai à haut niveau sur des matchs coup près. C'est vrai qu'en NBA il en a pas fait des tonnes, par contre avec le Canada il en a fait, on l'a vu à la Coupe du Monde notamment avec le Canada à Manille être excellent sous pression. Alors là les Jeux Olympiques de cet été se vont un peu à contresens de ça, mais moi je suis pas inquiet et je suis persuadé que demain il va être monumental sur la finale face aux Bucks. Ils ont tout au magasin et tout commence par une défense. Honnêtement, les voir en vrai, on a vraiment ce plan large parce que en tribune de presse, on est un petit peu en hauteur et on voit les pressions sur la balle, les deny côté ballon et puis surtout les aides à l'opposé. On sait qu'en NBA, on peut pas trop donner d'aide longtemps, mais en fait, les efforts qui sont faits à la communication, les gestes et puis il y a un homme que je veux retirer aussi, que je veux mettre en lumière, que je veux retirer un petit peu du lot. On en parle peu, c'est Hartenstein. Vraiment, qui était très excellent avec les Knicks, qui fit exactement dans ce que les Knicks avaient besoin de faire. Mais là, j'ai l'impression qu'avec OKC, c'est encore plus flagrant. Il est parfait dans toute la pose d'écran. Il touche tout le monde. Sur tous les écrans, il touche. Bam, 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 il crée des retards. Et puis, il roll dans le jeu sans ballon, sur le short roll, sur la ligne de fond, se faire oublier. Il est très bon. Il met beaucoup de points sur des paniers faciles. Il fait énormément de bien à cette équipe. Donc, si tu fais un choix, t'es forcément toujours payé par d'autres. Non, franchement, elle fait kiffer. J'en fais mes grands favoris pour demain. Juste, je te reprends. En fait, lorsque je parlais de Shai, je parlais des références qu'on avait. Tu sais, on n'a pas de gros ultime performance en playoff où il met 45 et où il éteint tout. C'était plus ça, tu vois. C'est peut-être pas forcément des doutes, mais en tout cas, on peut se poser la question. Oui, moi je te rejoins. On en a beaucoup parlé jeudi dernier dans Clutch où on se posait la question de OKC a l'air d'être favori, etc. Mais est-ce que face à une très forte défense contre les Rockets, il va pouvoir assurer? Bon, il a mis 32 points, il a été magnifique. Je peux encore me poser la question pour le match de mardi là, où on se dit écoute, ça va être contre les Bucks, plus d'expérience. Tu sais, il y a toujours, de toute façon la NBA c'est ça, hein, c'est que tant que t'as pas gagné, tant que t'as pas un palmarès hyper fourni, on aura toujours des doutes. Je trouve que ça fait partie du jeu et ce serait dommage que Shai Gilgeous-Alexander passe au travers de ça. Voilà, on aura toujours des doutes. On connaît sa valeur, mais on connaît les doutes quant à ses performances dans les très très grands moments. On voulait en parler de la défense. Je vous donne quand même quelques stats sur cette demi là qui saute un peu à la gueule. Donc 96 points marqués pour les Rockets. Les pourcentages sont c'est terrible. Là, je parle que des Rockets. 36% à 2 points, 23% à 3 points. Ils sont à 11,46 à 3 points. Ils sont même à 60% au lancer franc. Alors, crédit à la défense, bien sûr, mais on a eu l'impression, dites-moi ce que vous en pensez, que ils sont encore un peu tendres
pour affronter les toutes meilleures équipes de la conférence Ouest dans un money time, parce qu'ils ont fait un match, hein. Je dis pas qu'ils sont passés à côté, mais ce money time, ce dernier pan du match était clairement pas à leur avantage, parce que peut-être qu'il manque encore un peu d'expérience. Ouais, un peu d'expérience, mais je sais pas, je te trouve dur. En fait, moi j'ai trouvé qu'ils ont réussi à rendre la monnaie de la pièce à OKC sur plein d'actions, et de temps en temps, effectivement, il y a eu ces soucis d'adresse, mais tu vois, je sais pas si c'est de la tendresse. J'ai plus l'impression que peut-être ils étaient peut-être un peu cramés physiquement et que du coup les shoots rentraient pas. Peut-être enfin, je sais pas, mais je trouve pas que ça soit de la tendresse, tu vois. Je trouve que clairement c'est Van Vliet à qui on a donné un gros temps de jeu et qui sur ce match-là n'a pas su répondre présent, notamment par rapport à l'adresse, parce que je crois qu'il doit être à 1 sur 10 ou 1 sur 11, j'en sais rien, un truc comme ça. À 1 sur 11 à 3 points. C'est ça, exactement. 1 sur 11 à 3 points, donc il a clairement tiré l'équipe vers le bas. 3-15 en tout, incroyable. Ouais, tu vois. Et typiquement, tu l'attends sur ce genre de choses, sur ce genre de game-là. Moi, les autres, je les ai trouvés vaillants. Et en fait, tu vois, j'ai l'impression 2-3 fois quand Lou Dort il met des énormes 3 points ou Shai pareil, le momentum où tu dois essayer de rester dans le match, et ben c'est à ce moment-là où OKC arrivait à faire des stops et arrivait à remarquer derrière. Mais je sais pas, tu vois, il n'y a pas une j'arriverai pas à ressortir une faiblesse de Houston sur cette demi. À part le fait qu'ils aient été un peu courts sur la fin, tu sais. Ouais. Quand ils ont fait leur grande série, on a parlé de l'attaque de Houston, à qui clairement, vraiment, je le redis encore aujourd'hui, il manque encore les bons plays, les bons systèmes, le bonhomme peut-être, ou l'expérience de ces moments-là pour faire la différence. C'est aussi ça c'est ça qui manque moins clairement au KC, où on le sent bien, ils ont appris de leur playoff de l'année dernière face aux Mavs. Qu'est-ce que t'as pensé toi, vite fait, Erwan, sur cette fin de match des Rockets, et ensuite on ira à fond sur Milwaukee? Moi, à la fin de match des Rockets, j'ai vu Ime Udoka, mais qui l'a senti venir. Avant que l'écart se fasse, il prend 2 temps morts. Je le vois rentrer sur le terrain. Il est agacé. Il sent que le match est en train de tourner. Et t'as raison, c'est surtout offensivement qu'ils ont du mal par moment à trouver. Après, c'est dur d'exister dans un match quand ton meneur titulaire à qui tu files autant de minutes finit à 3-15. Je trouve qu'Alperen Sengun, qu'on a eu la chance avec Melo de voir jouer 2 fois, je trouve qu'il est un peu dans le dur en ce moment, et on sait que ce mec-là, quand il rayonne, tout le monde rayonne, et quand il rayonne moins, le jeu d'attaque est un petit peu plus statique, sachant qu'on l'a déjà dit et qu'on le redit, que c'est pas non plus un playbook offensif de 300 pages. Voilà, après le truc, c'est que Houston, ils ont des temps faibles et qu'ils arrivent à compenser par la défense. Le problème, c'est qu'en face, OKC n'a pas de temps faible, et en fait ça se fait là, cramé, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que OKC est rentré dans leur tête, et que à un moment clé du match, et qu'ils se sont dit oula, le match est en train de nous échapper, et ils n'ont pas réussi à trouver. C'est ce qu'on répète souvent avec Houston, le bon play au bon endroit au bon moment. À qui on donne la balle, où on la donne, et qu'est-ce qu'on fait autour. Donc on a senti un petit peu de panique. Il y a eu un petit peu Jalen Green qui a joué le pompier de service. On a vu Van Vliet qui a joué le pompier de service, mais tout ça a été un petit peu en travers. C'était plus du hero ball que quelque chose de calculé. Et en face, face à une équipe comme OKC, ça pardonne pas. Mais je vous rejoins, pour moi, ils sont pas encore prêts à gagner ce genre de match-là. Mais c'est normal, dans leur processus, ils ont 1 an et demi de vécu. Clairement. Bon, en tout cas, OKC sera donc en finale et va affronter Milwaukee. Parlons un petit peu de cette demi-finale de la conférence Est. On a vu encore une fois une espèce de marque de fabrique de ces Bucks. On connaît leur qualité, ils font pas des très grands matchs, mais à chaque fois, c'est eux qui s'en sortent. Ouais. C'est vraiment la sensation que j'ai eue après cette demi-finale. Ouais, je vais y aller. Vas-y, bien sûr. Non, moi, je sais pas, au-delà, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en mission. On va vous faire taire. On a gagné le titre en 2021. Depuis, on a eu du mal à enchaîner. Ça a été compliqué. On a eu des blessures. On fait un début de saison qui est catastrophique. Et là, on a envie de se rattraper. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont en mode underdogs et ils ont envie de relever ce challenge-là. Et je les ai trouvés Kaira. J'ai l'impression que tous leurs matchs depuis une dizaine de matchs, c'est que des matchs 7 et qu'ils ont vraiment envie de passer la seconde. Et celui qui incarne le mieux ça, c'est évidemment Giannis. Forcément, Jokic, archi dominant, etc. On pourrait y revenir après. Mais j'ai l'impression que ce côté inarrêtable, il arrive à le retrouver, à le magnifier plus que ce qu'il avait fait ces dernières années. Et je sais pas si aujourd'hui, il est pas en train de jouer le meilleur basket de sa carrière, sachant qu'on parle d'un double MVP. Il y a clairement de ça. On est plutôt d'accord avec ça. Les Hawks sont... Est-ce que tu y as cru, toi? T'étais dans la salle, Erwan. Est-ce que tu as cru à un moment donné que les Hawks allaient le faire? Ouais, j'ai cru. Le match était serré. C'était un match très cool à voir. Vraiment, les Hawks, ils sont pénibles à jouer. Un triangle était une nouvelle fois très inspiré. Et puis, ils ont mis dedans, là, avec DeAndre Hunter, avec Bogdanovic. Ils ont tout fait pour les embêter. Ça s'est senti. Maintenant, les Bucks, ils se sont remis
sur des valeurs sûres. Voilà, il y a plus de fioriture. Donc, franchement, les Bucks, c'est pas très joli à avoir joué. Par contre, ils sont remis au mastic, quoi. Ils savent exactement sur qui on va jouer, où on met la balle, à qui on donne les gonfles. Et ce qui se passe souvent, c'est que eux, ils veulent s'offrir un money time. Parce que en fait, si tu veux prendre les Bucks, et ça va être intéressant de voir en finale comment ça va se passer avec OKC, si tu veux prendre les Bucks, tu as quand même plus de chances de les prendre avant le money time. S'il y a money time avec Lillard et Giannis, c'est compliqué. Mais avant ça, je trouve qu'ils sont quand même prenables. Après, je revois des attitudes de Brook Lopez qui défensivement essayent de montrer l'exemple. Ils se sont remis sur de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils se sont remis sur des valeurs ultra simplistes du basket parce que c'est redevenu une équipe athlétique, forte, qui fait mal. Physique aussi, physique. Et Atlanta, physique. Atlanta, ils explosent parce que ils sont un peu gentils. C'est une équipe un peu, pas soft, mais c'est une équipe qui peut pas répondre sur 48 minutes à ce défi physique-là. Donc, ils sont revenus, sur un truc de viking. Ils sont pas revenus en jouant un basket moustache, de mouvement, de passe dans le dos, hein. Ils sont revenus sur un basket de viking, mon pauvre. Et ça marche. Mais, de toute façon, ils peuvent pas faire autre chose, hein. Avec en plus un supplément d'adresse à des moments clés. Franchement, Taurean Prince il rentre hyper bien dans son game, ça fait mal tout de suite. Damien Lillard qui a pas toujours une superbe adresse mais qui arrive pareil toujours à mettre les bons 3 points au bon moment. Donc ouais, après moi je suis complètement d'accord sur ce que tu dis, le côté physique, dur, mais même pas que athlétique, le côté vraiment physique avec de la taille, avec de l'envie de faire mal, l'envie de bien défendre, l'envie d'être fort sur les défenses de pique. C'est des valeurs qu'ils ont retrouvées. Je sais pas s'ils les avaient complètement perdues ou si c'est le collectif ou de l'arrivée de Doc Rivers, Adrian Griffin, je sais pas, mais en tout cas ils se sont vraiment remis à défendre et à être dans le combat. Et je pense que puisqu'ils savent qu'ils ont pas de marge, ils sont obligés de rester sur ces valeurs là. Aujourd'hui ils peuvent pas se dire on va se reposer sur un jeu offensif léché. Non, c'est un peu une somme d'individualité si je caricature, mais en tout cas pour qu'ils puissent pour en arriver là, ils ont dû retomber sur ça. Un petit mot du coup sur les Hawks et comme ça ensuite on se projette vraiment sur la finale. Je vous donne quelques stats du coup, 110-102 c'est le score final. Trae Young finit à 35 points, à 9 sur 18, 3 sur 5 au tir à 3 points, 14 sur 17 au lancer franc aussi et 10 passes décisives, aussi 7 rebonds, donc il fait vraiment un énorme match. 11 points pour Dyson Daniels. Zachary a mis un seul panier, c'était son dunk. Alors elle rentre un peu comme ça, mais mon gars, rien que l'intention il m'a régalé. Erwan parlait tout à l'heure de DeAndre Hunter qui a été très bon lui aussi en sortie de banc. On a finalement peu vu, finalement Clint Capella s'est fait dominer il est à 6 points et 8 rebonds. Il est un peu le seul avec Okongwu là, l'un après l'autre, à pouvoir essayer de tenir la taille des Bucks. Et on les a sentis à un moment donné clairement limités par ça aussi. Après c'est trop dur à suivre. Il n'y a pas beaucoup de filles qui peuvent matcher, ça c'est sûr. Sur 48 minutes. Oui. Sur 48 minutes, honnêtement, on parle beaucoup de qualité athlétique, de vitesse, de sauter haut, très bien, ça au Okongwu et surtout Capella, ils peuvent le faire. Mais le basket, on oublie trop, c'est quand même une lutte au sol aussi, par moment. Et honnêtement, Brook Lopez, toutes les réductions de distance sur Capella, sur Okongwu, alors Okongwu peut les amener un petit peu au large, il met 3 points dans le corner à un moment donné, qui leur fait du bien, mais après, c'est sur 48 minutes, les mecs, tu sais, à la fin d'un match, les coachs, ils disent toujours, quand tu fais 2m18 à l'entre-deux, à la fin du match, tu fais toujours 2m18. Alors que quand t'es dans le combat, au fur et à mesure, Minant, il laisse des plumes. Et moi, j'ai vraiment eu cette sensation, c'est que le duo Okongwu, ils peuvent pas lutter. C'est trop, Giannis, il fait trop mal, sur les intentions, sur le drive, sur le jeu direct. Et puis Brook Lopez, dès qu'il te touche, mon gars, tu perds du stamina, quoi. Donc voilà. Donc oui, on sait que, pour moi, Atlanta fait le match qu'il fallait, ils se sont fait un money time. Il aurait fallu un triangle encore meilleur, il aurait fallu, peut-être, un peu, ce qu'ils ont réussi à faire pendant 42 minutes, c'est-à-dire essayer de trouver un peu de folie, ils ont pas réussi, mais parce qu'ils tirent la langue, les autres en face ils leur font trop mal. J'aime beaucoup le travail de Sab d'André Jackson aussi, même s'il souffre sur Trae Young, c'est bien ce que fait ce gamin-là défensivement. Mais pour moi les Hawks là n'étaient pas armés pour faire tomber ces Bucks là à ce moment-là. Les autres ils sont arrivés trop énervés. C'est un 3e qui a tabassé un 6e, quoi. L'une des images. L'une des images qu'on avait aimé, c'est vous avez vu peut-être le discours d'après match de Doc Rivers où il dit habituellement je fais jamais de vidéo et par contre on va se remettre cette action, et c'est la fameuse action sur alley-oop là où Brook Lopez et Giannis, c'est Giannis qui compte mais ils sont vraiment deux sur la photo à mettre un compte qui nous rappelle d'ailleurs les finales 2021 pour ceux qui vont regarder le NBA Classic Games de ce soir là entre les Suns et les Bucks. Il y avait une action un petit peu similaire, on s'en souvient. Ça c'est les actions clairement c'est d'ego, d'envie, c'est que ça, et évidemment de physique en norme, clairement. Ah oui, c'est que ça.
Rien d'autre à ajouter. Très bien. On se projette sur la finale maintenant. Et je vous propose d'aller regarder les cotes. Ça va nous donner un petit avant-goût de qui est favori tout simplement dans cette finale. Sachez que Oklahoma, le Thunder, est donc favori face aux Bucks. 1,52 et 2,50. Ça se passe sur Winamax, bien sûr, comme toujours, notre partenaire. Vous pouvez nous rejoindre avec le code FT10. Donc n'hésitez surtout pas si vous êtes, bien sûr, majeur et que vous faites pas n'importe quoi avec votre oseille parce que c'est dangereux de jouer. Erwan, tu as vu les cotes 1,50, donc les OKC est largement favori, hein. Ouais, ça me surprend pas, mais honnêtement, c'est une équipe bien complète. C'est une équipe qui joue mieux au basket, qui a un meilleur bilan, qui fait un meilleur début de saison. Bon, voilà, pour moi, ça me surprend pas. Il n'empêche qu'il va falloir voir comment défensivement ils vont pouvoir gérer Giannis. Ils ont des corps, cependant, mais ils risquent de souffrir quand même en taille. Avec l'absence de Chet Holmgren que j'ai croisé d'ailleurs dans les couloirs, je peux vous dire qu'il est pas prêt de rejouer Chet Holmgren. Il est immense, il a des béquilles, elles font ma taille je pense, et sans béquilles, il boite avec des béquilles et puis sans béquilles il peut pas marcher. Donc tu sens vraiment qu'il est bien abîmé. Donc je pense que la clé, mais je vous apprends rien là-dedans, ça va être de comment essayer de réduire l'impact de Giannis qui à la Giannis force un petit peu le destin, mais il est obligé de faire ça. Ils n'ont pas le choix, c'est ce qu'on a dit. Moi je trouve que c'est normal, et puis surtout pour moi les Bucks, dans ce jeu ultra direct, ultra simpliste, ont besoin d'un bon Chris Middleton, et Chris Middleton, il est nul à chier les gars, hein. Donc ça, il est loin de sa meilleure forme, voilà. Wow, parce que tu parles de la vidéo du contre, le hustle, bravo, l'envie de faire le contre. Est-ce que tu as vu la contre-attaque derrière de Middleton? Vous l'avez oublié peut-être, hein. Il fait un 1 contre 3, ballon perdu, rendu ballon à l'adversaire. On était dans les tribunes, je me suis dit mais il faut le sortir. Il est cataclysmique. Vraiment Middleton, et je pense que je vois pas Milwaukee gagner sans un bon Middleton, et pour l'instant il est très très loin d'être bon. Donc pour moi ces cotes me paraissent logiques. Les cotes logiques, ok. Bon alors, on va essayer de se lancer là-dedans parce que moi, vous le savez, les Bucks sont mes grands favoris dans cette NBA Cup. Et bon, je le dis pas aujourd'hui pour la première fois, ça fait une semaine que je le dis, avant les quarts de finale. Malgré tous les vents qui vont dans le sens d'OKC, parce qu'ils sont en train de produire des match après match, des performances exceptionnelles d'apport défensivement, et que Shai est fantastique, j'ai l'impression que dans ce moment-là, l'expérience, la taille, le physique, toutes les qualités que vous venez de citer des Bucks me laissent à penser que personne pourra les battre s'il y a un money time et si le match est dans le sens des Bucks, c'est-à-dire que c'est soit un match où ce soit un mano à mano de bout en bout. Vous voyez, bien sûr, si OKC gagne de 30 points à la mi-temps, mon avis n'aura aucun sens. Mais j'ai quand même l'impression que les Bucks. Ok Thomas. Non mais tu vois, non mais il y a des équipes pour lesquelles je pourrais dire ils peuvent faire un retour. Hier j'ai vu un match où il y a eu 43 points dans un match. Écoute, je peux imaginer des hauts et des bas, mais les Bucks ils sont pas du tout dans ce truc-là. Leur match doit être constant, doit pas y avoir de temps faible mal géré, et donc s'ils arrivent à produire ce match-là, ils seront capables d'avoir cette victoire et cette NBA Cup. Tu vois, donc moi plus je me projette et plus j'imagine ce match, j'ai envie de croire que vraiment que les Bucks ont gagné. C'est mes favoris pour ce match. Mais je vais mettre de l'argent d'ailleurs, je pense. Bah vas-y. 2h30 le match. Je crois qu'il y a une semaine, je disais que moi je voyais OKC favori, mais j'ai un peu changé d'avis sur la dernière semaine, et moi pareil c'est Giannis. Sans spoiler quoi que ce soit, j'ai vraiment l'impression que déjà défensivement, OKC a les armes pour défendre sur les postes 1 très fort, 1, 2, 3 et poste 5. Et sur le poste de Giannis, c'est là où ils sont le moins bien fournis. Je dis pas qu'ils sont pas armés, mais c'est là où ils sont peut-être le moins bien armés. Et j'ai vraiment l'impression que sur un match sec, il est capable, avec toute l'expérience qu'il a, avec toute la dalle qu'il a, et avec ce qu'il a montré sur la demi-finale, parce que les efforts qu'il fait, c'est incroyable. Et en fait, je suis persuadé qu'il est capable de nous faire un match épique, iconique, et qu'il est capable de pouvoir faire gagner cette équipe. Même si, lorsqu'on regarde le début de saison, lorsqu'on regarde les forces en présence et la dynamique, OKC, de base, il reste quand même largement favori. Mais pareil, je vois Milwaukee gagner. Ils ont pas le profil idoine pour stopper Giannis. En même temps, qu'il a le profil idoine pour stopper Giannis. Maintenant, cette équipe d'OKC, quand même, on en parle, on loue quand même le fait que ça soit une bête d'équipe qui a du banc, et que tactiquement, Marc Daigneault, c'est un bête de coach. Et honnêtement, quand je vois jouer ces Bucks-là, il va falloir lui faire lâcher la balle à Giannis, ce qu'il a du mal à faire quand même, parce qu'il force et il sait qu'il doit forcer. Donc, il va falloir l'obliger à faire des mauvais choix.
ou va falloir lui forcer à lâcher la balle. S'ils arrivent à faire ça par des trappes franches, comme ils savent très bien faire, je pense qu'ils peuvent réussir à vraiment le contrarier. Après, Lillard fera ce que Lillard fait, mais Arthur l'a dit, ils ont les gens et les corps à envoyer sur Damien Lillard. Je pense qu'il va falloir faire en sorte que Giannis soit dans des lectures supérieures à ce qu'il fait depuis quelque temps. L'obliger ou à lâcher la balle, donc ou à venir à être capable de marquer sur 1, voire 2, 3 personnes. Et là, ça va être intéressant. On va voir s'il est dans un grand soir ou pas. Pour moi, elle est là la clé. C'est vraiment venir. Tu peux pas laisser un mec en bune avec lui, c'est sûr. Donc venir doubler, trapper, tripler peut-être, mais lui faire lâcher la balle et voir ce que les autres font. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si OKC doit perdre, pour moi, c'est mes favoris. OKC ne peut pas perdre avec un Giannis à 40. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur Lillard parce qu'on n'en parlait pas jusqu'à présent. Faut pas oublier le formidable joueur que c'est. Et là, je vous pose la question, est-ce que depuis qu'il est en NBA, il a eu l'occasion, il a été à un match de faire... de gagner un titre, tu veux dire ? Pas de gagner un titre parce qu'ils font les finales, je crois, de conférence en 2019 contre les Warriors où ils se font éclater parce qu'ils sont fatigués et tout. Mais tu vois, je me dis, là, tout de suite, il peut se dire, c'est le match le plus important de ma carrière jusqu'à présent. Oui, et il faut qu'il soit à la hauteur. Et il faut qu'il soit à la hauteur. Et ça peut lui donner un supplément d'âme et faire un bas de match, je veux dire. Et typiquement, on a du mal à imaginer qu'il passe à côté. Ouais, mais voilà, tu vois. Après, ils ont éteint Lucas. Je vais vous redonner les 5 majeurs. Lucas, il voulait pas jouer. Bah, ça, c'est. Lucas, il voulait pas jouer. Je vois pas Lillard de ne pas. Quelle que soit la réponse, il s'est fait éteindre en tout cas. Quand tu te fais éteindre. Moi, ouais, c'est vrai. Quand Steph il me met 9-0 à la Hoop Factory et que je mets 4 paniers en 12 matchs, je peux dire que j'ai pas envie de jouer aussi. Bah oui. C'est éteindre quand moi, à la Bondo, il avait pas envie de jouer. Au bout d'un moment, moi, ce que je vois, c'est que tu le fais éteindre. On va toujours donner du crédit aux gens qui éteignent plutôt qu'à des mecs qui, soi-disant, n'ont pas envie de jouer. S'il a pas envie de jouer, c'est qu'il a rien à faire sur le terrain. Donc, c'est honte à lui. Et sinon, c'est qu'il s'est fait éteindre. Donc, moi, c'est les théories là-dessus. C'est pas mon tuteur, ça. Non, mais tu vois, tu vois, regarde, autant je pense que Doncic est un meilleur joueur que Lillard. Il y a pas trop de sujets. Mais je vois pas Lillard. Tu vois, Doncic, il a déjà raté des matchs coup près et tout. Je vois pas Lillard rater un match comme ça. Tu sais, il est très fort dans le money time. C'est lui qui met ce petit flotteur pour clôturer le match. Mais vraiment, de la salle, il diffuse pas. Moi, je trouve que le match de Lillard, en demi-finale, il est pas bon. Et puis, tu regardes le panneau, parce qu'il sait faire et que c'est un professionnel de très haut niveau, il est à 22, 7, 23, 8, tu vois, des trucs comme ça. Tu fais, putain, il arrive quand même à remplir les cases, mais alors ça n'a jamais été un grand expressif, sauf quand il élimine Russell Westbrook en playoff, mais je trouve qu'il ne diffuse pas beaucoup plus que ça. Il fait du Lillard à sa manière. Ça fait du bien à cette équipe-là, mais c'est lui et les autres, souvent, je trouve. Après, ça a toujours été ça, non? Je veux dire, on découvre pas. Je veux dire, c'est un vrai trait de caractère. C'est encore un peu plus exacerbé. Parce que c'est pas son équipe. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils aient besoin d'un meneur de jeu au sens le mec qui diffuse. Non. On pourrait souhaiter. Ils ont besoin d'un tueur dans le money time. Ils ont besoin d'un Kemé qui soit capable, et là c'est ce qu'il a fait sur les deux quarts de finale et demi-finale, qui mettent 8 points dans les 5 dernières minutes avec des lancers francs, des trucs machin. C'est ce qui leur permettra de gagner, c'est ce qui leur permet de gagner, c'est ce qui leur ont permis aussi de se remettre droit. Donc je vais quand même vous donner, parce que j'ai envie de savoir qui va défendre sur Giannis, vous allez me dire. Donc le Thunder va commencer donc avec Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace, Lou Dort, Jalen Williams et Isaiah Hartenstein. Vous faites commencer qui sur Giannis? Lou Dort, Jalen Williams. Jalen Williams, qui, je pense qu'il est capable de pouvoir se sacrifier défensivement. De toute façon, c'est la marque de fabrique de l'équipe. Après, il risque de souffrir sur la durée de toute manière. Et puis, il faudra voir comment Giannis rentre dans son match. Et puis après, moi j'ai envie de te dire, l'adresse au lancer franc de Giannis va décanter beaucoup de choses. Il rentre pas dans son game en commençant à 1 sur 6. Ils vont continuer de défendre comme ça, quitte à ce qu'ils continuent de provoquer des fautes. Donc, il y a 2-18 contre Atlanta. 2-18 au lancer franc. 2-18. Ah, je m'en étais pas rendu compte. Ah ouais, il tire beaucoup de lancers francs et il en manque quand même assez souvent. Il est à 2-18 le mec. Ouais. Bon. Erwan, tu dis la même chose, Jalen Williams? Ouais, moi je dis Jalen Williams parce qu'il faut bien qu'il prenne quelqu'un, mais il va falloir l'aider. Si Jalen Williams, on le laisse vraiment en autonomie sur Giannis, il va souffrir. Dans le pire des cas, il va prendre des fautes. Et derrière, ça risque d'être un vrai problème pour OKC parce qu'on sait qu'OKC a besoin d'un bon Jalen Williams pour sanctionner les aides franches sur Shai Gilgeous-Alexander, pour créer quand Shai est sur le banc. On sait que c'est la deuxième option, c'est le deuxième meilleur joueur de cette équipe-là. Attention de ne pas l'envoyer non plus complètement au sacrifice sur Giannis. Donc on sait qu'il a du coffre, mais là, il va souffrir en taille.
en vitesse peut-être et dans le combat. Donc on sait qu'il s'échappe pas, mais c'est aussi un mec qui a besoin d'être un peu frais et en attaque. Donc attention, vraiment pour moi, je suis curieux de voir le début du match et ce qu'ils vont faire collectivement, défensivement. Et mais je pense que Jalen Williams va s'y coller. Mais que très vite sur les premiers ballons, va falloir venir faire quelque chose, parce que si on laisse en bune à bune, s'ils peuvent se mettre en difficulté, si Jalen Williams a vite des problèmes de faute. Non, clairement, je suis complètement d'accord avec toi. Et je sais pas si vous vous rappelez du premier match entre OKC et les Spurs cette année. OKC avait réussi à complètement éteindre Wemby. Alors c'est pas le même profil que Giannis, il est un peu plus grand, peut-être un peu moins mobile, etc. Mais la défense, c'était, je crois que Chet était pas blessé. C'était pas que Chet sur Wemby, c'était vraiment amener Wemby dans des zones où il est un petit peu moins à l'aise, vite ressortir sur lui lorsqu'il pénètre. Et c'est vrai qu'il y a moyen que OKC puisse essayer de compenser le manque de taille avec une forte défense collective, donc je te rejoins complètement. J'ai dit 12-18, pas 2-18. Ah oui, c'est ça. J'ai dit 2-18 ? Ouais, t'as dit 2-18. Ah pardon, non, 12, pardon, je vois des commentaires là. Bien sûr, 12-18. C'est intéressant la défense sur Wemby, même si le profil est différent de celui de Giannis. C'était pas Chet qu'ils avaient mis sur Wemby, on se souvient, on a fait une palette aussi là-dessus. C'était Williams, par contre, on avait vu les rotations, toute organisation en second rideau. Donc Chet Holmgren n'est plus là, mais on sait qu'Hartenstein est capable potentiellement de venir fermer aussi des espaces. Donc je pense vraiment que collectivement ils sont obligés, je pense, de mettre quelque chose en place. Facteur X pour moi, Bobby Portis. Vrai facteur X. On a vu Gary Trent défendre et être cata au tir. On a vu AJ Green mettre des tirs importants. Voilà pour les seconds couteaux. Et Brook Lopez est toujours aussi précieux, bien sûr. Mais si Bobby Portis apporte, qu'il soit avec Brook Lopez ou avec Giannis, donc dans des profils un petit peu différents à chaque fois, ses rebonds, sa défense, sa hargne et un peu d'adresse, ça peut clairement changer le game pour les Bucks. Le gros facteur, d'après moi, pour OKC, pour le coup, c'est l'adresse. On les a vus être extraordinaires lors du quart de finale, ils avaient mis 23 points. S'ils arrivent à trouver de l'adresse dans ce match-là et donc le rendre un peu plus fou, qui est un petit peu plus d'allant, vers peut-être un peu plus d'attaque, ils auront clairement une grande chance de gagner. Bah oui, parce que défensivement, ils risquent d'être assez bons. Et effectivement, s'ils arrivent à commencer à punir directement de l'autre côté du parquet, ça va le faire. Je te rejoins. Après, des fois, je trouve que ils tirent un peu trop vite à 3 points et que alors ils ont des gars qui sont à droit, il y a pas de souci de ce côté-là, mais je trouve que très vite, très tôt dans les positions, ils prennent des 3 points. Voilà, c'est un petit détail, mais de toute manière, ça va être au maestro Shai de gérer tout ça. Et voilà un dernier truc sur le match. 12 ballons perdus par Milwaukee, c'est pas mal en demi-finale face aux Bucks. Ça va être important. Vous parlez de les empêcher de courir. Je pense qu'il faut que les Bucks, si Giannis arrive pas à avoir de la course, qu'ils les emmènent beaucoup sur du demi-terrain, parce que c'est là qu'on fait mal aux mecs. C'est là qu'on fait mal physiquement, c'est sur du demi-terrain, parce que tu travailles plus, parce que tu poses des écrans, les mecs sont obligés de suivre. Sur du demi-terrain, c'est de la course, mais on sait qu'à la course, ils ont du cœur, ils ont du coffre, OKC. Donc bien prendre soin du ballon, pas perdre plus de 10-12 ballons et puis empêcher cette équipe de courir là et s'offrir un money time. Voilà pour moi le game plan un peu idéal pour les Bucks, mais ça va être très compliqué. Ça va être un super match à 2h30 mardi soir, ce match-là. Oui. J'ai une question, Erwan. Aux États-Unis, comment tu sens la hype autour de la NBA Cup ? Est-ce que tu sens qu'il y a de l'envie ? Est-ce que les gens sont chauds ? Est-ce que les joueurs, tu sens que c'est important pour eux ? Ouais, j'ai l'impression, en tout cas en parlant avec Zachary Zaché, c'est clairement un truc qui leur a mis. Quand tu t'en rapproches, quand tu vas jouer les quarts de finale, il y a clairement ce truc de se dire, on est à un match d'un Final Four. Par exemple, pour moi, les Bucks, et là c'est un avis pas forcément de feeling sur Las Vegas, mais je vois les Bucks, comment cette NBA Cup les a aidés à se remettre dedans, en se donnant un objectif à court terme plutôt que se dire les playoffs, faut qu'on revienne. Donc mais en parlant avec Zachary, en interne, j'ai vraiment l'impression que les équipes qui sont concernées, donc je parle des équipes qui vont jouer les quarts, ça leur donne vraiment un petit peu d'allant. Ça, pour certains, ça leur rappelle un petit peu ce qu'ils ont pu connaître avec la March Madness et pour ceux qui ont eu la chance de jouer des Final Four. Et puis après, le public, je trouve qu'il est plutôt présent. Je prendrai la température demain dans un sujet que je vais tourner pour faire justement du public. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, pour une année 2, que les gens sont plutôt chauds. D'ailleurs, pour info, Giannis s'est beaucoup fait siffler. Et les Bucks aussi, pendant la demi-finale. À l'inverse, OKC, beaucoup soutenu par le public. Okay. Ils sont moins loin. Ouais, je sais pas. Ça peut être ça, on verra. Tu me diras s'il y a beaucoup de fans des Bucks ou du Thunder qui sont déplacés à l'image de l'Euroleague. Ouais, j'emploie les grands mots là, clairement. Parce qu'on n'imagine pas du tout la même ambiance dans la salle, mais on imagine quand même que les gars seront là. Et puis, si les Bucks gagnent, Giannis aura réussi à donner une ligne de palmarès
à Doc Rivers. Et ça, c'est exceptionnel. Ça vaut ce que ça vaut, mais attendez, Doc Rivers qui rajoute un truc sur son palmarès, waouh, fallait la voir venir, hein, après le début de saison. Catastrophique. Mardi soir, donc, ce match-là, 2h30. Sachez que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, eh bien, vous donnez gagnant OKC. OKC, grand favori pour les fans de basket au sens très large. Erwan aussi dit Victoire Thunder. Et donc, toi et moi, Arthur, on est Victoire Bucks. Grosse hype du public sur OKC. Je sais pas si tu te rappelles, il y a 10 Quand on ans. a 10 ans, plus, ouais, 10 ans, 2010, hein. Ouais, avec l'équipe de KD et tout, déjà, c'était on a vachement ressenti cette vague. C'est une équipe qu'on appréciait tous. La finale de 2012, on est, en tant qu'anti-LeBron, bien sûr, on était tous, enfin, moi, en tout cas, j'étais pour eux. Il y avait quelque chose, hein. De toute façon, à partir du moment où ils ont lâché James Harden, ouais. Mais bon, c'est peut-être le renouveau, enfin, c'est sûrement d'ailleurs le renouveau d'OKC pour aller chercher un premier titre pour le Thunder. Bref, on a fait le tour, messieurs. Yes. Erwan sera sur place, si vous l'a dit. Et bon, on pourra voir dans quelques jours, eh bien, l'effervescence de la NBA Cup à Las Vegas. Ce sera très passionnant à suivre. Et puis, si t'es en replay, n'hésite surtout pas, là, hein, si t'es dans la journée de mardi, à nous mettre, toi, ton prono pour la finale de ce soir et nous donner donc ton favori.